Voilà, alors bienvenue à tout le monde et surtout bienvenue à Hervé Glazel. Un grand merci vraiment Hervé d'avoir accepté cette invitation qui lance notre colloque. C'est la première session. Donc Hervé Glazel qui est polytechnicien et qui a créé il y a une quinzaine d'années le CEREN nous fait l'immense plaisir ce soir de nous présenter justement cette particularité qui intéresse beaucoup de gens, passer de l'inclusion scolaire à l'inclusion pédagogique. Alors, la session va être enregistrée. Vous aurez aussi accès au support, je le dis pour répondre en avant aux questions qui pourraient être posées à ce sujet. Euh, la présentation d'Hervé est prévue pour environ 45 minutes, mais si vous souhaitez poser des questions pendant son intervention, vous avez la possibilité de les écrire dans le chat ou bien de lever la main. Je vous demanderai d'avoir des questions qui soient assez concises pour qu'on puisse avancer dans la présentation d'Hervé. Et puis, à la fin de sa présentation, il y aura aussi un nouveau temps d'échange. Mais si vous souhaitez dès à présent pouvoir poser des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas. Voilà. Hervé, la parole est à vous. Merci. Merci infiniment, Dominique. Vraiment, je suis ravi d'être avec vous ce soir, où que vous soyez. Voilà, et pour partager ce sujet qui me passionne, c'est l'inclusion pédagogique. On essaiera de comprendre en fait, voilà, cette subtilité entre ce que j'appelle l'inclusion scolaire stricte et l'inclusion pédagogique et son ambition. Et donc, effectivement, je suis neuropsychologue. Je m'intéresse au développement de l'enfant et de l'adolescent, les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles cognitifs de l'enfant. Je suis spécialisé donc pour les enfants depuis la naissance jusqu'au jeune âge adulte, c'est-à-dire tant qu'il y a une problématique d'apprentissage. Voilà, donc outre ce travail de clinicien, je suis alors attendez, j'anime un réseau d'écoles qui est situé à Paris, Lyon et Marseille, bientôt à Toulouse et Lille. Et puis j'ai la chance aussi de participer, de travailler avec certains d'entre vous dans la salle, en particulier au Maroc, où j'ai le plaisir d'avoir une mission au cœur de laquelle voilà, je réfléchis avec vos collègues à l'accueil des enfants à besoins particuliers. Et enfin, j'essaie de garder un pied dans le monde de la recherche parce qu'il me semble que c'est un sujet très vivant, dans lequel il y a plein de nouveautés dont qu'il faut s'approprier. Et donc, je participe à des efforts de recherche avec en particulier les équipes du Collège de France à Paris. Bien, alors aujourd'hui, en fait, ravi d'initier cette série de conférences. Et donc, je vais vous parler de l'inclusion scolaire et l'inclusion pédagogique pour les enfants dès le plus jeune âge, puisque je comprends que c'est en fait un cycle autour de la maternelle, et ça me paraît tout à fait judicieux. Hein, puisque la maternelle a des particularités et il y a un certain nombre d'actions qu'on peut avoir tout à fait précocement, et c'est d'ailleurs souhaitable auprès des enfants qui présentent des atypies de développement. Euh, bon, tout d'abord, en fait, je voudrais rappeler un peu le contexte institutionnel qui est tout à fait particulier. Alors, si j'arrive à passer les slides, ce sera encore mieux. Voilà. Voilà. Donc, j'essaie de rappeler un peu d'histoire. Il faut savoir que l'inclusion scolaire, telle qu'on la pense, c'est un concept assez neuf, si vous voulez, puisque il faut remonter grosso modo à environ un petit quart de siècle avec un inspecteur d'académie qui a réfléchi à la question des troubles du langage chez l'enfant et il a pu mettre au jour qu'il s'agissait d'un enjeu de santé publique, c'est-à-dire que on découvrait que 5 à 8% des enfants présentent des troubles spécifiques du langage oral et du langage écrit. Donc, ça veut dire que dans chaque classe, il y a un, deux, trois enfants qui présentent ce type de difficultés ou de troubles. Et donc, on prenait conscience finalement de ces enfants en souffrance scolaire souvent ou en difficulté, voire en échec dans les classes. Tout ça a été suivi assez rapidement par la loi de 2005 hein, sur l'égalité des droits
pour et des chances pour que chacun puisse trouver sa place dans la société et en particulier les enfants à l'école. Et il y a eu la création des MDPH, la mise en place des PPS, des plans personnalisés de scolarisation, de la fonction des enseignants référents, et puis de ces fameux dossiers, en fait, ces GEVASCO qui nous permettent de réfléchir aux adaptations pour les enfants. Si je vous parle de tout ça, c'est qu'on voit bien qu'il y a un mouvement de fond qui a été d'abord, en fait, de prise de conscience, je dirais scientifique, autour des enjeux des troubles d'apprentissage, et un cadre institutionnel qui a permis, si vous voulez, une floraison d'initiatives autour de ces sujets. En 2015, 10 ans après la loi de 2005, il y a eu la mise en place des PAP qui a encore plus démocratisé la question en fait des troubles cognitifs de l'enfant, de la prise de conscience au niveau des parents, des enseignants, du système scolaire dans son ensemble, et donc de cette interrogation sur comment accueillir ces enfants, comment leur donner toutes les chances de développer leur plein potentiel. Ces différentes initiatives, si vous voulez, ont mené à ce que je vais vous présenter dans la slide suivante, c'est-à-dire en fait une croissance en ligne droite, c'est-à-dire véritablement une croissance linéaire du nombre d'enfants en situation de handicap scolarisés dans les écoles en France. Et cette croissance est quand même très très importante puisque on voit qu'il y a une multiplication par au moins par 3, si vous voulez, des enfants perçus en situation de handicap scolarisés dans le système ordinaire. Et ça ne cesse de se poursuivre. Pourquoi? Et ça, on va le voir dans un instant. Pourquoi? Parce que donc on voit d'abord un triplement du nombre d'enfants en situation de handicap, c'est 5% de la population scolaire et plus 30% dans les 5 dernières années. Donc on voit presque, si vous voulez, un renforcement de cette tendance depuis quelques années et un nombre de PAP qu'on est aujourd'hui bien en mal de comptabiliser, en tout cas en métropole. Tout ça a mené aussi en fait à la proposition de nouvelles figures pédagogiques au sein des écoles, que sont les AESH, avec une population qui était très faible il y a une dizaine d'années et qui est passée aujourd'hui à 132 000 personnes, c'est-à-dire c'est devenu le deuxième corps de l'éducation nationale, les AESH, qui accompagnent donc 800 000 enseignants. Donc aujourd'hui, c'est pour un enseignant, pour 6 enseignants, il y a un AESH. Et donc, c'est effectivement un enjeu important d'accueil de nouveaux personnels dans les écoles. Alors, pourquoi ça? Pourquoi aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une accélération dans l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école? C'est d'abord, en fait, une meilleure compréhension du fonctionnement cognitif de l'enfant. J'y reviendrai dans un instant. On sait mieux comment l'enfant grandit, se développe et apprend. Nos modèles, si vous voulez, de la cognition, c'est-à-dire du traitement de l'information par le cerveau, sont plus pertinents. Aujourd'hui, on a une science de la lecture qui est bien installée, bien saisie, bien comprise, qui nous permet aujourd'hui non pas dans un débat philosophique sur la manière dont on doit apprendre à lire, mais des véritables modèles qui nous permettent à la fois de savoir quel est l'acquisition standard en fait de la lecture et quelles sont les atypies, voire les troubles d'acquisition de la lecture. Et c'est vrai dans tous les autres domaines, pour le nombre, pour le langage, etc. On va y revenir dans un instant. En lien avec ces modèles plus pertinents, vous avez aujourd'hui des outils de dépistage qui sont plus complets, qui sont valides et sensibles. Donc, on sait ce qu'on cherche et on est capable de le détecter avec des outils. Là, vous les connaissez aussi, ces outils, à partir du CP, par exemple, des épreuves de fluence de lecture qui nous permettent de calculer vitesse et précision de la lecture chez tous les enfants d'un niveau de classe, en CP, CE1, 6e. Et donc, ça nous permet, en fait, de mieux comprendre qui, en fait, s'en sort bien et qui est en plus grande difficulté. Tout ça a été accompagné par des mouvements de société, une prise de conscience collective, nourrie par l'évolution du cadre institutionnel. J'ai parlé de la loi de 2005, du PPS, du PAP, et puis plus largement, une évolution des mentalités. Et ça, vous le voyez probablement par rapport aux familles qui vous sollicitent, puisque on voit que cette tendance qui s'est produite en France est véritablement mondiale. Et pour moi qui travaille avec certains de vos collègues au Maroc, on voit bien que la demande des familles pour les écoles du réseau de la MLF, c'est aussi des demandes en fait d'écoles inclusives et d'accueillir tous les enfants.
Donc cette mentalité-là aussi a bougé. On est moins dans une logique, si vous voulez, d'élitisme et d'un système français basé sur l'échec, mais plutôt de l'inclusion de tout le monde. On sait que c'est pas simple et on va en parler dans un instant, comment accompagner ce mouvement. Dernier argument autour de la massification de la demande d'inclusion scolaire, c'est l'évolution des critères diagnostiques. J'ai dit qu'on comprenait mieux le fonctionnement cognitif de l'enfant, on a des modèles plus pertinents, on a des outils. Hein. Mais ça veut dire aussi qu'il y a en fait des seuils à partir desquels on considère qu'un enfant a des troubles et qu'il faut qu'il ait un accueil spécifique. Et là, ces seuils, eh bien, ils sont peut-être aussi un peu mouvants. Hein. Ils ont amené à un certain nombre de relectures de certaines pathologies qui aujourd'hui ont le droit de citer à l'école, bien entendu, mais qui ont fait aussi tache d'huile. Je vais donner juste un exemple, c'est l'exemple en fait de l'autisme. Hein. Donc des troubles du spectre autistique, parce qu'on sait que c'est un syndrome, hein, ce n'est pas en fait, il y a un éventail finalement de situations au sein de l'autisme et avec en fait un noyau dur, donc on pourra reparler. Mais on voit bien qu'en 75, donc il y aura bientôt 50 ans, si vous voulez, il y avait un enfant sur 5000 qui présentait un trouble du spectre autistique. Aujourd'hui, si vous voulez, c'était 1 sur 68 en 2010 et aujourd'hui, c'est 1 sur 50. Hein, ce sont des chiffres américains, mais qui sont comparables à ceux qu'on trouve maintenant en Europe. Alors pourquoi hein, pourquoi? Parce qu'évidemment, on a mis des modèles à jour. On sait que ce n'est plus un trouble psychologique, ça n'est plus uniquement le retard mental, hein, mais en fait, c'est un trouble de la théorie de l'esprit. Donc, on fait des meilleurs diagnostics probablement. Est-ce qu'il y a des éléments environnementaux? La question est posée, qui pourraient finalement aggraver cette situation. Mais on pense surtout, si vous voulez, que la grande différence, c'est effectivement l'élargissement des critères diagnostiques, c'est-à-dire que il est probable aujourd'hui que on déclare un diagnostic de trouble du spectre autistique pour beaucoup plus d'enfants qu'on pouvait le faire en fait autrefois. On le fait, je dirais, de manière plus libérale, plus large, et donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc là, on se retrouve donc, ça vous fait peut-être saisir, et c'est peut-être pour ça votre présence ce soir, hein, de se dire l'inclusion scolaire, c'est devenu en fait une nécessité, c'est devenu un sujet central et qui est lié à toutes ces évolutions que je viens de décrire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça hein, à partir du moment où on comprend que c'est un sujet stratégique pour l'école, eh bien en fait, il faut en faire une opportunité hein, et pas simplement un poids, une charge à tirer, mais véritablement une opportunité. Alors tout d'abord, Le micro a été coupé. On ne vous entend plus. vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Désolé. Donc, ce que je disais, c'est que la maternelle a une position, je dirais, capitale, stratégique hein, dans cette question, en fait, de l'inclusion scolaire, puisque c'est là que tout commence. Et que l'école, la maternelle et le début du primaire sont des lieux par excellence de la détection, en fait, des troubles d'apprentissage. Pourquoi? Parce que d'abord, en fait, il y a une homogénéité des compétences attendues, et il y a des programmes, si vous voulez. Par ailleurs, vous êtes, vous enseignants, devant des groupes d'âge homogènes. Et donc, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, ben, vous avez une sorte de compas, hein, finalement, de cohorte représentative des enfants de cet âge-là. Et donc, vous pouvez finalement vous faire une idée de ce qui est attendu pour cet âge-là et de ce qui est censé être réussi à cet âge-là. Et donc, de mettre en exergue les enfants qui pourraient être plus en difficulté, voire être éventuellement dans le trouble. Euh, donc l'idée, c'est que vous avez ce deuxième élément. Et donc, ça peut permettre, si vous voulez, de mettre au jour la maternelle des atypies de développement, puisque jusqu'à 3 ans, l'enfant est généralement chez lui, donc il y a une fratrie éventuellement, mais à l'école, il y a un groupe de 20, de 25, 30 enfants, donc on peut mettre au jour les atypies de développement par rapport aux attendus. Donc la maternelle peut être un rôle d'alerte par rapport à des troubles éventuels, mais aussi, j'allais dire, ça peut avoir un rôle clé de régulation.
c'est-à-dire aussi de pouvoir rassurer, non pas rassurer, comment dirais-je, à tort, hein, mais finalement de faire attention, de pas mettre trop vite, trop rapidement les enfants en fait dans le compartiment des enfants à besoins particuliers, de mettre en place des PAP, des PPS immédiats, etc., de véritablement mettre en perspective les compétences de l'enfant par rapport à ce qui est attendu, de rester très vigilant sur ces attendus, mais aussi de pouvoir réguler, c'est-à-dire de pouvoir structurer, penser en fait l'accueil de ces enfants sans mettre immédiatement une étiquette autour d'un trouble, d'une pathologie qui sera éventuellement même médicalisée. Et puis enfin, l'école maternelle et le début du primaire ont un rôle clé aussi dans l'accompagnement en fait de ces enfants. C'est-à-dire que on va avoir des alertes, on va avoir comment dire, des observables, et on va pouvoir à l'école accompagner le développement de l'enfant, constater si oui ou non finalement les aménagements prennent leur sens et si les prises en charge ont un impact. Donc on comprend vraiment que la maternelle a un rôle primordial dans ce domaine-là. Je suis beaucoup plus circonspect sur les troubles qu'on découvre au collège, voire même au lycée. Hein. Les classes dans lesquelles ces choses-là se voient, c'est la maternelle, CP, CE1. Bien entendu, il peut y avoir des retards dans le diagnostic, mais ce sont les endroits clés, c'est les moments clés auxquels se produisent ou se signalent ces troubles des apprentissages et ces besoins spécifiques. Donc en fait, pourquoi en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi la maternelle est un lieu stratégique pour la détection et pour l'engagement de la prise en charge. C'est que la compréhension du développement cognitif de l'enfant a beaucoup progressé. Il faut savoir en fait qu'au départ, pendant longtemps, on imaginait que apprendre c'était une mécanique, c'était une dynamique psycho-affective, c'est-à-dire un désir d'apprendre de l'enfant, un élan vers le savoir, une envie d'aller à l'école, etc. Et on négligeait le fait que d'abord, on apprend avec son cerveau. Et ça peut paraître une lapalissade, mais ça n'était pas du tout il y a encore 10 ans. Et il reste encore des îlots comment dirais-je, chez certains spécialistes, considérant en fait que la question cognitive, la question organique, hein, celle du cerveau, était secondaire. Il n'en est rien. On apprend bien avec son cerveau et qu'il faut toujours en fait commencer par le commencement, et quand quelque chose ne va pas, se dire qu'est-ce qui peut se passer dans le traitement en fait de l'information par le cerveau de l'enfant. Deuxième élément, en fait, on sait pendant longtemps, des philosophes aussi prestigieux que Platon et Aristote affirmaient que le cerveau de l'enfant était une tabula rasa, c'est-à-dire une page blanche sur laquelle, en fait, on allait tracer des nouveaux savoirs. Et bien là aussi, les sciences modernes nous a démontré qu'il n'en était rien. L'enfant vient équipé d'une architecture cognitive prête à l'emploi, hein, qui lui permet de se saisir des informations de l'environnement. Et Leibniz l'a bien en fait résumé, on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Donc, il faut bien une architecture, il faut bien un certain nombre de prérequis, hein, dans l'architecture cérébrale de l'enfant pour qu'il puisse s'y accrocher un certain nombre de connaissances. Et c'est bien là l'enjeu en fait de l'éducation et de l'enseignement, c'est de rencontrer, si vous voulez, cette structure pour lui faire révéler ses potentialités. Donc, si vous voulez, si je devais résumer les choses pour les apprentissages, c'est la rencontre entre, d'une part, si vous voulez, un cerveau structuré dès la naissance, prêt à l'emploi, et des stimuli éducatifs ou de l'environnement qui vont lui permettre de, finalement, réaliser ces fameuses compétences qui existent a priori. Donc, je vais essayer, en fait, de dire quelles sont ces compétences, parce que c'est celles-là, ces compétences-là que vous allez mobiliser dès la maternelle et sur lesquelles vous allez pouvoir avoir un regard éclairé en vous disant est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait dysfonctionner, hein, puisque quelque part, pourquoi c'est aussi important? Parce que l'école joue le rôle de révélateur. Hein. C'est pas simplement en fait un cerveau qui va apprendre ou ne pas apprendre, mais grâce aux apprentissages et à l'enseignement, on va révéler ou non une spécificité de développement de l'enfant. Ce développement cognitif de l'enfant, ces apprentissages, ils se font le long de cet éventail, de manière à peu près, si vous voulez, j'ai envie de dire chronologique, de la gauche vers la droite. Hein, il y a un développement social, sensorimoteur et praxique, langagier, numérique,
attentionnelle et exécutive. Et puis au cœur de tout ça, il y a en fait un noyau dur qui est la dynamique intellectuelle, les compétences intellectuelles générales. Donc finalement, quand on est à la maternelle, on accueille des enfants qui ont déjà donc, ces compétences a priori, hein, ces compétences, ces capacités d'apprentissage a priori, qui vont rencontrer les stimulations que vous leur offrez, hein, à tous les niveaux. C'est vrai jusqu'à un certain point, parce qu'il y a des choses qui ont déjà démarré bien avant en fait l'école. Et là-dessus, vous allez aussi pouvoir jouer un rôle de comment dirais-je, d'alerte et d'observation sur un certain nombre de spécificités. Regardons un petit peu ce qu'il en est. Euh, Quelles sont ces compétences précoces de l'enfant? Tout d'abord, en fait, j'ai dit dans l'ordre chronologique, les premières compétences de l'enfant, c'est les compétences sociales, hein. C'est-à-dire, en fait, que l'enfant est très immature, il est en fait totalement dépendant de son environnement, il a besoin de nous autres, les adultes, pour survivre. Donc, l'enfant a besoin d'émettre des signaux sociaux, des signaux communicationnels et d'en recevoir. Ils sont évidemment initialement non linguistiques, puis ils deviennent linguistiques. Que sont-ils, ces signaux sociaux de développement cognitif? C'est tout d'abord, en fait, le sourire-réponse, hein, du nourrisson à 1 mois, le pointage, hein, désigner quelque chose, ou être capable, en fait, de faire preuve d'attention conjointe et donc d'amener l'enfant à prendre en compte en même temps que nous, si vous voulez, un objet en commun, hein. Et ça, c'est des choses qui se passent dès la première année de vie de l'enfant. On a tendance à dire que la maternelle, c'est l'âge de la socialisation. Vous verrez qu'en fait, ça n'est pas tout à fait exact. La maternelle, c'est l'âge de l'apprentissage des règles de vie en société, mais pas vraiment les compétences sociales profondes, si vous voulez, que sont l'attention conjointe, comment dirais-je, et un certain nombre de d'acquis a priori, hein, qui doivent être déjà là quand on va à l'école. Quelles sont les autres compétences innées, si vous voulez, de l'enfance? C'est les mimiques, c'est la prosodie, le contour intonatif de la parole, reconnaître la nature et la valeur des expressions du visage et pouvoir en fait comprendre quel est le sens qui est porté par la prosodie, c'est-à-dire le contour intonatif de la voix du parent ou de l'enseignant. Il y a l'empathie aussi, pouvoir se mettre à la place de l'autre. C'est ce qu'on appelle la fameuse théorie de l'esprit. C'est comprendre les états mentaux de l'autre. Ce sont des choses qui existent dès la première année de vie, hein, et qui préexistent et dont on aura besoin dès la maternelle pour pouvoir progresser. C'est pas l'apprentissage qui va le créer. C'est que c'est déjà là. Ça a rencontré des stimulations dans l'environnement et ce sera enrichi, si vous voulez, par les apprentissages, hein. Non, mais il faut bien comprendre qu'il y a un soubassement qui est déjà là. Y compris tout ce qui est autour des jeux symboliques qui ne sont pas appris, qui sont stimulés, mais qui font partie de la curiosité de l'enfant. Deuxième type de compétence, c'est la cognition numérique. C'est pas à l'école exclusivement qu'on apprend le sens du nombre. Il y a déjà, en fait, dans le cerveau de l'enfant, des compétences numériques. Dès 3 mois, l'enfant est capable de discriminer des nuages de points de tailles différentes. Par exemple, de paradigmes expérimentaux, on peut permettre de voir qu'un nourrisson de 3 mois est capable de distinguer deux ensembles de points, si vous voulez, si le ratio entre ces ensembles de points est suffisamment élevé, de 1 à 3 mois, de 1 à 2 à 6 mois, de 2 à 3 à 9 mois. Et ça va continuer à progresser jusqu'à l'âge adulte où on sera capable de discriminer en fait des nuages de points de 14 à 15, donc de manière très fine. Donc, tous vos apprentissages, tous vos enseignements vont s'appuyer sur ces compétences innées qui sont déjà là et qui seront nourries en fait par votre enseignement. Ensuite, il y a évidemment le langage, mais là aussi, hein, le langage, si vous voulez, ça va pas se développer, comment dirais-je, à la maternelle, c'est déjà là, hein, puisqu'il y a une préférence dès la naissance pour les sons de la langue de l'environnement par rapport à des sons quelconques. Tous les enfants discriminent tous les phonèmes de toutes les langues du monde a priori, puisqu'ils ne savent pas où ils sont nés. Ils se spécialisent dans leur langue maternelle à 8 mois et ils ont déjà de la compréhension avant le premier anniversaire. Et puis dans l'expression, c'est très simple et ça, vous pouvez le garder en tête. À 1 an, un enfant est censé dire un mot isolé, des mots isolés. À 2 ans, mettre 2 mots ensemble et à 3 ans, avoir un langage structuré avec une grammaire correcte et intelligible en dehors du cercle familial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour vous autres à l'école, si vous voulez, il est essentiel de garder en tête ces bornes parce qu'un enfant qui parle mal, qui parle peu à 4 ans, oui, c'est inquiétant. Oui, il faut s'y intéresser. Il faut pas attendre
parce que finalement, au fond, c'est une perte de chance. Et donc, vous avez une sorte de poste d'observation clé auprès des enfants qui vous sont confiés par rapport à ces critères. Hein. Donc, à 3 ans, un langage complet structuré. En revanche, sur le vocabulaire est très variable selon le milieu social, de 500 à 1000 mots à 3 ans, et c'est surtout très connoté socialement par rapport aux compétences, comment dire, à la stimulation de l'environnement. On reviendra sur la question du bilinguisme. J'y reviens tout de suite puisque vous êtes dans les écoles à l'étranger. Et, le bilinguisme n'est jamais une cause de retard de langage ou de trouble du langage, hein, puisqu'en fait, les enfants apprennent au même rythme. Il n'y a pas de décalage d'apprentissage du langage chez les enfants bilingues. La seule différence, c'est la taille du vocabulaire, qui peut être plus petit dans chaque langue, mais la somme des deux vocabulaires, dans les deux langues, par exemple, est supérieure à celui d'un enfant monolingue. Donc, on se rend bien compte, si vous voulez, que vous-même, dans votre environnement, en fait, vous pouvez repérer les décalages de langage, y compris chez l'enfant bilingue. Alors, il est clair que chez l'enfant bilingue, vous avez aussi, en fait, des questions, ce qu'on appelle le code switching, c'est-à-dire, en fait, switcher d'un code à un autre, etc. Mais ça, c'est normal. Vous avez même dans certaines familles, le code switching, c'est sur 50% des mots. Hein. Et ça, ce n'est pas un trouble du langage. Mais ça dépend évidemment de la pondération des langues dans le milieu où vous êtes. Un dernier point, c'est les praxis. Hein, les praxis, en fait, se développent, si vous voulez, de manière, là pour le coup, assez tôt, mais particulièrement à la maternelle. C'est-à-dire que quelque part, si en fait la maternelle, ce n'est pas l'âge de la socialisation, les praxis, c'est typiquement la maternelle, puisque c'est les travaux manuels, c'est apprendre à s'habiller, utiliser ses couverts, dessiner. Et donc, si vous voulez, les praxis sont particulièrement observables à la maternelle et vous avez un poste d'observation capital pour voir l'enfant maladroit, mal à l'aise, malheureux en fait dans ses activités et qui va s'en désintéresser, voire se désintéresser tout simplement de l'école parce qu'il n'arrive pas en fait à véritablement faire des gestes ajustés et à produire des choses satisfaisantes dans le domaine gestuel. Donc les praxis, c'est aussi en fait un point clé de la maternelle. Et donc tout ça nous permet de dire, si vous voulez, c'est que à la maternelle, vous avez la possibilité de repérer un certain nombre d'atypies et vous allez pouvoir jouer un rôle fondamental dans l'accompagnement de ces enfants dès le début de leur développement. D'abord, le comportement social. Alors, vous n'avez pas besoin certainement pas besoin de vous transformer en neuropsychologue ou en médecin ou en orthophoniste, mais de jouer votre rôle, de repérer quoi? Dans le comportement social, la qualité de la relation à l'adulte, l'intérêt de l'enfant pour les autres enfants et le suivi des consignes. Attention de ne pas faire une confusion entre la communication, l'enfant qui parle mal et qui communique de manière fluide avec vous ou avec les autres enfants, qui se fait comprendre, malgré ses difficultés de langage. Évidemment, le langage lui-même, c'est pas simplement en fait le contenu, mais la spontanéité. L'enfant taiseux, l'enfant en fait qui en dit le minimum, qui fait des énoncés courts, qui est peu fluide, avec un manque d'intelligibilité, des erreurs en fait de morphologie de la langue, sur les genres, sur les verbes et la qualité de la syntaxe. À 4 ans, si on dit je mange pomme, ça va pas. Hein, qu'on soit en fait bilingue, trilingue, mais en fait la syntaxe c'est une compétence universelle quelle que soit la langue. Et la langue se doit d'être structurée. Pour ce qui est de la numération, là aussi, vous avez des observables relativement simples. Hein, c'est-à-dire, en fait, par exemple, pour le nombre, il y a une compétence a priori d'avoir un sens du nombre. Cependant, par exemple, en grande section maternelle, c'est le dénombrement. Et même avant, il y a les fameuses 3 règles de Gell-Mann qui sont en fait un mot nombre, un objet, indifférence de l'ordre, et le dernier mot nombre, c'est le cardinal. Et ça nous permet en fait déjà, par 3 observables, est-ce que l'enfant compte 2 fois le même objet, loupe des mots en fait de la séquence des mots nombres, ou en fait n'est pas capable de cardinaliser? Eh bien ça, ce sont en fait des éléments finalement qui seront des observations fines, mais qui feront vraiment la différence sur l'évocation d'une difficulté en mathématiques. Dernier point, la motricité et les praxis. Je l'ai dit, la maternelle, c'est en fait le moment en fait clé des praxis. Donc la maladresse dans les gestes globaux ou fins, toutes les activités scolaires de manipulation sont en fait des indices éventuellement de troubles atypiques. Et quand je dis ça permet un repérage, mais ça permet aussi de rassurer.
comme je l'ai dit, finalement, au fond, vous avez une cohorte d'élèves, l'enfant n'est pas seul avec vous, et donc vous pouvez, finalement, d'une certaine manière, si j'ose dire, benchmarker, hein, même si vous ne savez plus exactement ce qui est attendu d'un enfant à tel âge, c'est ce que fait l'enfant généralement. Alors on dit qu'il ne faut jamais comparer les enfants entre eux, mais je ne suis pas d'accord. On est tous très semblables, et donc on peut se dire, oui, c'est très décalé avec ce qu'on aurait pu attendre, ou non, c'est bien en fait dans l'intervalle moyen de ce que je peux constater dans ma classe. Donc, vous pouvez aussi rassurer parfois par rapport à ce que vous constatez dans votre classe pour des parents qui seraient particulièrement inquiets ou des professionnels de santé qui affirmeraient un peu tôt un certain nombre de choses que finalement, on n'est pas dans le trouble pour, d'une certaine manière, éviter, si vous voulez, de surcharger l'enfant, sa famille et la classe en fait d'une situation spécifique alors qu'elle ne l'est pas. Voilà un peu ce qu'il en est, si vous voulez, à grands traits, ce que vous pouvez comprendre de l'enfant quand vous êtes dans votre classe de maternelle ou de début de primaire, ça marche aussi. À partir de là, après les éléments de repérage, si vous voulez, eh bien, en fait, toute la question, ben, qu'est-ce que je fais de tout ça? Ce que j'ai envie de dire, c'est que la première étape, c'est finalement de ne pas faire grand-chose, c'est de dialoguer, d'ouvrir un dialogue avec la famille. Je constate ces choses. Je m'interroge sur tel et tel type de difficulté à l'habillage, ou quand on va à la cantine, ou de numération, etc. Et d'engager un dialogue avec la famille, puisque ce sont de familles sont sur la défensive, hein, s'inquiètent quand on les inquiète, et donc vont mettre les choses à distance. Et donc moi je laisse toujours en fait un temps, si vous voulez, de maturation, en disant aux familles, est-ce que vous constatez les mêmes choses que moi, en fait, à la maison, en dehors de l'école, de les activités extrascolaires. Et donc, on établit graduellement une logique de dialogue, parce que peut-être que les choses vont disparaître, peut-être que vous-même, vous allez relire un petit peu les choses au fur et à mesure du développement de l'année scolaire, ou bien vous allez confirmer que la difficulté reste stable, voire s'approfondit. Hein. Et donc ça permet, avec la famille, de construire un dialogue et de la faire converger avec vous vers des constatations communes. Et puis à partir de là, c'est établir une feuille de route pour poursuivre les observations et se donner des rendez-vous, des points de rencontre. Je vous engage à ne pas en fait affirmer trop tôt, parce que vous aussi, vous allez être dans une logique de maturation. Donc il ne faut pas affoler, mais il faut se dire après ces premiers éléments de dialogue, on se revoit dans 3 mois, on se revoit dans 1 mois. On en reparle, si vous voulez, à la prochaine réunion parents-professeurs, etc. Et donc, on se donne des rendez-vous et on accompagne la démarche sans se substituer aux autres acteurs. Les parents aussi ont leur rôle à jouer, les personnels de soins eux aussi ont un rôle à jouer. Il faut les nourrir, mais sans se mettre à leur place. Vous verrez que je pense que c'est réciproque. Ils n'ont pas à se mettre à notre place non plus. Voilà, une fois que les premiers éléments de repérage sont là, avec un certain niveau de fiabilité, on crée un dialogue pour accompagner l'enfant. Et si vous dites, je trouve que votre enfant, je suis en milieu de moyenne section, je le comprends toujours très mal, il est taiseux, il est peu en fait dans le dialogue, je m'inquiète, est-ce que vous voyez la même chose? Est-ce que vous avez consulté, etc. Non, pas encore. Eh bien, écoutez, attendons encore pendant 2 mois, on se reparle, stimulons-le et on verra en fait ce qu'il en est. Puisque c'est en fait le deuxième point, c'est une fois qu'on a constaté les choses, il va falloir agir. Donc, que l'enfant ait déjà été repéré ou pas, ça me paraît un point capital que je voudrais évoquer, c'est de dire que très souvent, on se retrouve à l'école avec des diagnostics. Hein, et les diagnostics ne nous intéressent pas. Hein. Vous n'êtes pas des professionnels de santé, nous sommes des professionnels en fait de l'enseignement. Et donc, quand on a un enfant atypique à l'école, si vous voulez, certes, il peut y avoir un volet médical. Celui-là, il appartient en fait à nos collègues médecins ou paramédicaux. Mais la réponse, elle est d'abord pédagogique, puisqu'il va falloir aménager la scolarité. Comme je le disais, en fait, l'enseignant n'est pas un acteur du soin, mais c'est un expert de l'enseignement. Et donc, il aura à sa disposition des savoirs et des savoir-faire de façon à pouvoir faire 2 choses, si vous voulez, c'est stimuler l'enfant là où c'est là où c'est moins facile, et ensuite contourner si la difficulté est résistante. Donc deux possibilités, c'est stimuler, hein, enrichir, et par ailleurs en fait contourner ce qu'on a constaté comme étant un point de blocage, un point d'enchaînement.
d'empêchement, pardon. Stimulation et contournement. Essayons d'être un peu spécifique. Hein. Donc d'abord, on vise la stimulation, on va viser ce qui marche moins bien. Hein. C'est-à-dire que par exemple, un enfant qui a des difficultés praxiques, par exemple pour mettre son manteau, eh ben, en fait, on va trouver toutes sortes de stratégies pour l'aider en fait à mettre son manteau de manière plus aisée. On va lui laisser plus de temps. On va en fait lui donner des astuces. On va s'assurer qu'il a un manteau facile à mettre, qu'il y a des scratchs, etc., etc. Et on va observer si ça aide ou si ça n'aide pas. C'est ce qu'on appelle la réponse à l'intervention. Et se dire, est-ce que j'ai l'impression que ce que je fais, ça aide ou est-ce que j'ai l'impression que ça n'aide pas? Donc, je fais pas au hasard, mais j'expérimente sur la base d'hypothèses. Je dirais que la deuxième chose, c'est il faut toujours aussi, on parle de l'école inclusive. Il faut qu'elle soit inclusive pour tout le monde, y compris pour les rééducateurs. C'est-à-dire que les rééducateurs, quand il y a un ergothérapeute ou quand il y a même un orthophoniste, ça vaut la peine de l'avoir à ses côtés, hein, de façon à ce qu'il y ait un projet autour de l'enfant qui soit cohérent. Euh, dans la stimulation toujours, on va pouvoir travailler par exemple le vocabulaire. On va travailler un imagier. On sait que 50% du vocabulaire employé à l'école n'est jamais utilisé en dehors de l'école. Donc avoir un imagier et un répertoire du vocabulaire scolaire peut être tout à fait pertinent. Stimuler l'enfant dans son langage de manière spécifique. Simplifier les supports d'apprentissage, éviter l'encombrement visuel. On voit même que pour les évaluations de CP, les supports d'apprentissage sont encore très lourds, hein, sont très surchargés avec beaucoup d'informations. Donc, en fait, s'assurer qu'on n'est pas dans l'encombrement et qu'on ségrègue l'information. Évidemment, c'est multiplier les modalités d'une tâche pour évaluer ce qui aide et ce qui n'aide pas. C'est ce qu'on appelle souvent la différenciation pédagogique. Mais je crois qu'il faut être plus spécifique que ça. C'est se dire, je vois cet enfant qui est en difficulté de graphisme, par exemple, et bien quelque part, je vais modifier mes supports et je vais tester tel et tel type d'aménagement. Alors, on le connaît très bien en CPCE1, par exemple, sur les dictées à trous. Hein. Et donc, et voir si ça aide, si ça n'aide pas. Et parfois même, ça aggrave, hein, parce que l'enfant ne sait plus où il en est, etc. Et puis aussi, chez ces enfants à besoins particuliers, c'est tolérer la variabilité des productions, puisqu'il y a une plus grande instabilité des acquis. Et donc, ça peut permettre là aussi de laisser du temps. D'autres aménagements, hein, mais il y en a plein d'autres, hein, qu'il faut regarder spécifiquement élève par élève, c'est fragmenter l'effort, créer des pauses, des respirations, de façon à ce que l'enfant qui est en difficulté ne s'épuise pas finalement dans les apprentissages. Donc ça, si vous voulez, je parle vraiment de la maternelle parce qu'à la maternelle, c'est le début du chemin, hein, et c'est le début finalement des aménagements. Et donc c'est là où on va se poser la question quels aménagements vont pouvoir aider. Hein, c'est pas comme au primaire ou si vous voulez dans la deuxième partie du primaire, si l'enfant est non lecteur, par exemple, il va falloir agir de manière très spécifique avec éventuellement du retour vocal, avec la dictée orale, avec des aménagements technologiques. On n'en est pas là à la maternelle. À la maternelle, on est là pour repérer, on est là pour accompagner, on est là pour tester, expérimenter, on est là pour voir si la difficulté est durable ou si finalement elle s'évapore. Et à ce moment-là, en fait, de pouvoir préparer l'entrée au primaire, qui va donner lieu aux apprentissages formels, lire, écrire, compter, hein, de préparer l'enfant correctement. Je vois qu'il n'y a pas de questions, hein, donc j'avance. Et je vous laisserai la parole dans un instant. Il y avait une Dans petite question sur les langues, mais on peut la regrouper après, Hervé. D'accord, très bien. Donc l'idée, si vous voulez, c'est par ailleurs, c'est qu'une fois qu'on a fait ces constatations, une fois en fait qu'on a réfléchi à un projet, une fois qu'on a regardé, qu'on a expérimenté, si vous voulez, et qu'on a convergé avec la famille et d'éventuels professionnels de santé, hein, qu'on a bien convergé, en ayant construit, si vous voulez, tout ça, ben, il faut travailler ce projet avec tous les acteurs. C'est-à-dire que là, l'école inclusive, c'est vraiment la participation d'un certain nombre d'acteurs, mais que chacun reste dans son rôle. D'abord, il faut éviter les listes interminables d'adaptation. C'est plus vrai, si vous voulez, en primaire et au collège, mais ça peut l'être aussi en maternelle, c'est d'éviter de proposer des listes qu'on va jamais pouvoir mettre en œuvre en réalité, hein, d'aménagement massif sur toutes les tâches, dans toutes les conditions, etc. Il faut choisir ses batailles.
Quand l'enfant est en difficulté, s'il y a plusieurs difficultés, il faut d'abord se focaliser sur ce qu'il y a de plus lourd, hein, et de pas en fait être sur toutes les batailles à la fois et calibrer donc ses objectifs. Quelque chose de très important, c'est que les objectifs soient mesurables. Je dis que cet enfant parle peu, parle mal. Il faudrait se dire, observer un peu, se dire combien j'ai eu d'interactions avec cet enfant dans la journée. Est-ce que j'en ai plus un mois plus tard? Quand je le sollicite, il se passe des choses. Est-ce que j'ai l'impression que je le corrige moins, etc. Donc des objectifs mesurables. Se coordonner avec les rééducateurs, c'est-à-dire en fait finalement avoir un langage commun auprès de l'enfant et d'avoir une action, si vous voulez, cohérente avec les rééducateurs. S'ils peuvent être à l'école, c'est encore mieux. Et dialoguer, bien entendu, avec l'ESH s'il y en a une. Il me paraît très important de garder la famille dans la boucle et de la tenir informée des succès et des limites de ce qui a pu être réalisé. Toujours dans un but, non pas d'inquiéter, mais d'impliquer la famille sans là aussi être simplement dépendant des exigences des familles. Parce qu'on est bien tous d'accord qu'il y a par exemple, il y a deux écueils à éviter. La première, c'est les injonctions des professionnels de santé qui ne sont pas dans la classe. Et deuxièmement, là aussi, les exigences en fait des familles. L'enseignant garde sa spécificité et son expertise et doit la garder. Alors à partir de là, si vous voulez, il y a 2 ou 3 points de plus que je voulais évoquer avec vous. Tout ça, c'est une proposition en fait pour un dialogue. C'est que faire maintenant quand on a donc fait le point, on a les idées claires, si vous voulez, sur à la fois ce qui marche bien chez tel enfant et ce qui est plus compliqué pour lui. On a des objectifs, on les a partagés, tout le monde est d'accord, on avance de manière synchrone. Et puis il y a des fois où ça coince. Là où ça peut coincer, c'est là où d'ailleurs en fait c'est toujours un tout petit peu risqué, c'est que la plupart du temps des enfants qui ont des difficultés mais qui sont calmes, qui sont en fait attentifs, qui sont cohérents avec la demande scolaire, qui dérangent pas la classe, si vous voulez, eh bien quelque part ils passent un peu au-dessous du radar. Ceux qui en fait nous sautent aux yeux, c'est les enfants qui dérangent. C'est des enfants qui sont agités, pénibles, qui n'écoutent pas en fait les consignes, qui ne font pas ce qui est demandé, qui font déraper la situation d'apprentissage, qui gênent l'enseignant et qui gênent les autres. Alors, la question qu'il faudra se poser d'abord, c'est est-ce que c'est un problème cognitif? Est-ce qu'à la base, il y a une difficulté de l'enfant dans son traitement de l'information? Est-ce que c'est en fait un problème éducatif? Quand je dis problème cognitif, est-ce que c'est réactionnel? L'enfant fait pas parce qu'il comprend pas. L'enfant fait pas parce qu'effectivement, il baille au corneille parce qu'il a un trouble attentionnel. Où il fait pas, où il est même réfractaire ou opposant parce que quelque part, il est en grande difficulté, il est très empêché. Est-ce que c'est un problème éducatif? On a rapidement tendance à se dire, ah bah oui, mais dans ce contexte éducatif, permissif, il y a les écrans toute la nuit, on laisse faire à l'enfant tout ce qu'il veut, etc., etc. C'est pour ça il ne suit pas les consignes à l'école. C'est une question. Est-ce qu'enfin, en fait, ou enfin, est-ce que c'est une véritable difficulté comportementale, ce qu'on appelle un trouble des conduites, qui peut être une pathologie? Il y a eu un énorme débat il y a 10 ans en France, qui disait peut-on affirmer le trouble des conduites chez un enfant de 3 ans? La conclusion était oui. Chez un certain nombre d'enfants, les troubles des conduites peuvent se repérer très tôt. Mais c'est effectivement, il faut en fait reprendre cette question par rapport aux questions réactionnelles, par rapport au trouble des apprentissages ou à une éventuelle difficulté éducative. Mais il n'empêche que l'enfant qui dérange, il va falloir véritablement prendre en compte ces éléments-là, puisque la grande question, c'est est-ce qu'on va sacrifier le collectif au bénéfice d'un seul? Et ça, cet équilibre-là, il va falloir vraiment le réfléchir. La scolarisation des enfants à besoins particuliers, c'est toujours un projet d'établissement. Et ça veut dire que l'ensemble, finalement, des acteurs doit être impliqué. Et encore plus quand il y a un problème de comportement en classe. Parce que ça peut pas être porté par l'enseignant seul. C'est simplement illusoire, épuisant. Donc, la direction de l'école, la vie scolaire, l'enseignant lui-même, les parents et l'institution scolaire, tout ça, en fait, doit être pris en compte quand il y a un problème de comportement pour que ce soit pas seul l'enseignant qui est à se dépatouiller, si vous voulez, de cette difficulté-là. Alors, comment on s'y prend? Et pour les questions de comportement, il y a je pense que je vais dire des choses que vous connaissez déjà. La question d'abord pour ces enfants-là, c'est de ritualiser, de rendre extrêmement visible
et extrêmement prédictive la situation scolaire. Qu'est-ce qui va se passer à 9h, 9h15, 9h30, que cet enfant-là ait des anticipations et nous aussi. Ménager des pauses régulières anticipées. Notre problème en classe très souvent, c'est qu'on attend que ça déborde. Et donc, quelque part, on n'a pas anticipé avec un timer que dans 20 minutes, on s'arrêtait. Ou que dans 20 minutes, s'il y a un ESH, il y aura une sortie de la classe. En fait, on le fait quand ça flambe. Et ça, en fait, on se fait très régulièrement, je dirais, entre guillemets, avoir, parce qu'on n'a pas anticipé, si vous voulez, et qu'à ce moment-là, et parfois on le fait pendant une semaine, on le fait pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, ça va mieux, et on oublie de le faire. Et ça, on se redégrade. Pour les difficultés comportementales résistantes, hein, il y a des aménagements d'emploi du temps. Et ça met à contribution beaucoup de monde, puisqu'il faut d'autres collègues. Alors moi, ça me paraît pas une bonne idée de rendre l'enfant nomade. J'en parlais récemment avec des collègues, un enfant qui allait dans toutes les classes de son niveau. Parce que comme ça, on s'était partagé la charge. Ben, ça va pas fonctionner. C'est-à-dire que ça va être difficile pour tout le monde et ça aidera pas l'enfant. Mais il n'empêche qu'on peut aussi se soulager mutuellement. La vie scolaire, bien entendu, hein, parce que l'enfant peut avoir à sortir de la classe, pouvoir être pris en permanence pour un temps donné. L'administration, là aussi, qui doit en fait tenir compte de ces atypies et éventuellement de proposer, voire d'imposer un aménagement de l'emploi du temps avec un temps partiel pédagogique. Et il faut faire entendre aux parents, en fait, que l'école peut pas tout faire, hein, quand ces enfants ont des difficultés comportementales significatives, voire très importantes. Ce qui me paraît très important, c'est de tenir un journal d'un enfant en difficulté, hein, parce que quelque part, il faut des observables. Les parents vous disent, oui, mais ça se passe que chez vous et ça se passe jamais chez nous. Ah, ça, je l'ai jamais vu. D'accord, peut-être, c'est possible, c'est même probable, parce qu'en fait, ces difficultés comportementales, elles flambent à l'école, alors qu'elles sont moins visibles à la maison. Et donc, tenir un journal, ça permet d'authentifier les choses. Voilà. Ce jour-là, il a donné un coup de pied à sa camarade, il a tiré les cheveux à tel autre, et en fait, et il m'a insulté je veux dire, en marge de telle tâche. Ça permet effectivement d'authentifier les choses. Et il faut communiquer ces éléments objectifs aux soignants. Parce que quelque part, les soignants, eux, dans leur cabinet, ils voient rien. Un pédopsychiatre, un psychologue, ils voient rien. Hein, parce que sauf si c'est massif, bien entendu. Mais si c'est relativement modéré, ben finalement, dans un cabinet de soignants, ça se verra pas. Donc, de communiquer des faits vous permet, en fait, de constater ce qu'il en est. Et donc, d'aider, si par exemple, il faut une médication, hein, ou s'il faut un accompagnement spécifique, ça permet de convaincre tout le monde de ce dont on parle. Et puis, on peut toujours aussi avoir l'observation d'un tiers, hein, dans la classe qui peut permettre aussi de compléter sa propre vision, hein, et d'avoir un regard partagé qui nous permet de ne pas être seul vis-à-vis de la situation. La grande question, c'est faut-il un AESH, hein, pour un enfant qui a des troubles du comportement? Ben, je dirais que c'est plus entendable d'avoir un AESH quand on a un trouble du comportement, quand c'est une dyspraxie. Parce que quand c'est une dyspraxie, l'AESH, il va être dans la logique de faire à la place d'eux, alors que sinon, s'il y a un problème de comportement, ça peut permettre de soulager l'enfant et l'ensemble de la classe. Un AESH, je dirais même collectif, peut avoir un impact significatif. Donc ça, si vous voulez, c'est vraiment cette grande question des problèmes de comportement. Il faut d'abord se dire, c'est réactionnel, c'est endogène, c'est éducatif, et ça, on peut l'authentifier par les éléments dont je viens de parler, qui en tenant un journal, en ritualisant, en permettant d'anticiper, si vous voulez, tous les moments de la classe, peut permettre d'aider le suivi de cet enfant-là. Dernier point que je voulais évoquer, si vous voulez, dans ces questions des enfants à besoins particuliers, c'est la question des enfants qui présentent un retard global. Ces enfants, en fait, malheureusement, il existe, si vous voulez, dans le développement de l'enfant, des enfants qui ont des difficultés partout. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes langagiers, ils ont des problèmes moteurs, ils ont des problèmes de comportement, ils ont des difficultés avec leurs camarades, etc. Et donc, l'idée, c'est de se dire, ben, finalement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est en fait des troubles atypiques co-occurrents? Ça existe, hein, les troubles multidis, ça existe, mais aussi, est-ce que ça peut ressortir d'un retard global? Quand vous accueillez un petit trisomique, vous savez que ses moyens scolaires seront pas les mêmes, si vous voulez, qu'un enfant standard. On va se poser la question du projet de l'élève. S'il y a une question globale, si vous voulez, de difficultés dans tous les secteurs, tout d'abord, l'urgence
c'est d'authentifier cette hypothèse. Donc, quand un enfant est mal partout, eh bien, il faut, de manière assez rapide, et ça, on peut le faire dès 2 ans et demi, avec des professionnels comme un psychologue, pouvoir, en fait, faire passer des batteries de tests qui nous permettent d'affirmer ou non l'existence, en fait, d'un retard plus général. À partir de là, si vous voulez, un enfant qui a un retard global, eh bien, en fait, il va falloir se poser la question de son projet. Il aura nécessairement un projet différent. Et on navigue entre deux extrêmes, entre d'un côté être moins-disant, c'est-à-dire ben, c'est un retard global, donc finalement cet enfant-là, il aura son rythme et on ne demande pas grand-chose. Et ça, c'est une erreur. On voit très bien à nouveau sur le devenir des enfants trisomiques, hein, qui a été qui est très différent récemment par rapport à ce qu'il était il y a 50 ans. On voit ces enfants qui étaient mis de côté aujourd'hui avoir une vie sociale pleine et entière. Mais il faut aussi ne pas épuiser l'enfant et son entourage, hein, de pas en fait en rajouter pour essayer de normaliser. Donc c'est là où en fait il va falloir faire le point sur les dimensions qui sont préservées, hein, celles qui ont en fait sur lesquelles on pourra s'appuyer. Par exemple, il y a des enfants qui ont un retard global, qui ont un excellent langage, d'autres en fait qui ont d'excellentes relations sociales, d'autres encore, si vous voulez, qui ont des bonnes capacités pratiques. Donc on s'appuie en fait sur les dimensions préservées et on allège dans les domaines déficitaires. Et là, pour le coup, en fait, c'est le vrai projet qui doit nous permettre à la fois de stimuler l'enfant, mais sans l'écraser, si vous voulez, de prise en charge pour essayer, hélas, de lui faire rattraper, hein, sa différence, sachant qu'en maternelle, en particulier, puisque c'est ça dont il s'agit ce soir, si vous voulez, c'est que l'écart relatif avec ses camarades peut être modéré, si vous voulez. Hélas, cet écart risque d'augmenter au fur et à mesure où les exigences vont, elles, aussi augmenter. Voilà un peu le cas spécifique, hein, ces deux cas spécifiques qui sont les difficultés comportementales et celles du retard global, qui méritent chacune d'entre elles des observations plus spécifiques et un projet plus comment dirais-je, personnalisé encore. Donc en conclusion, l'inclusion scolaire ne devient une véritable inclusion pédagogique que lorsque ça devient un projet partagé par tous les acteurs, hein, qu'on n'est pas seul enseignant à le porter, quand seuls les parents sont pas à le porter ou l'institution. Donc c'est pour ça que je parle en fait de l'inclusion scolaire qui doit pas être monolithique, qui doit pas être simplement physique, hein, d'avoir un enfant dans la classe, mais c'est finalement d'avoir un vrai projet collectif bien compris, pondéré, où chacun est à sa place. La chance de la maternelle, c'est que finalement il y a des attendus, mais il y a aussi une beaucoup plus grande tolérance par rapport aux apprentissages, mais c'est en fait un lieu clé de la détection des troubles, hein, et des besoins particuliers. Et ça, je prolongerai jusqu'au CP-CE1. Je dirais que l'enseignant est parfaitement fondé par son expertise pédagogique à participer à la détection, hein, et à la prise en charge. Donc, c'est bien pour ça qu'il n'est pas un sous-traitant des injonctions des soignants ou des parents. Il faut garder sa place. Mais je vous dirais, j'ai essayé de vous donner quelques éléments, quelques idées pour accompagner comment être suffisamment diplomate, mais affirmatif pour aider la situation. Euh, et la mise en place d'un projet va s'appuyer sur des hypothèses, hein, basées sur des observations objectives qui vont vous permettre d'expérimenter un certain nombre de choses, mais aussi de mesurer l'impact. Ça me paraît très important de pas tirer dans le vide, hein, ou de se dire, tiens, je vais essayer ceci, mais je constate en fait telle difficulté, je vais mettre en place tel aménagement et je mesure finalement l'impact que mon aménagement a sur cet enfant-là. Et ça vous permet comme ça de continuer à faire progresser le projet de l'enfant pas à pas au fur et à mesure des observations, les vôtres et celles des autres. Voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur l'accueil des enfants à besoins particuliers dès la maternelle et l'école inclusive dès les plus jeunes âges. Un grand merci Hervé, c'était vraiment très très complet. Je vais tout de suite laisser la parole aux collègues qui souhaiteraient poser des questions. N'hésitez pas à lever la main pour ne pas que tout le monde parle en même temps, mais je pense que c'est important que vous vous saisissiez de ce temps d'échange qui nous est offert. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer? D'accord? D'abord, est-ce qu'il y avait des choses pas Un claires? nouveau message. Oui, voilà.
Alors, dans le chat, les gens disent que c'était très riche. Merci. Est-ce que vous avez besoin d'approfondir des choses? Je peux peut-être reposer la question qui était posée tout à l'heure et qui parlait de l'enseignement trilingue. Peut-être, Hervé, vous pourriez nous dire justement comment on peut aider les enfants qui en auraient besoin. Est-ce que un enfant qui serait exposé à plus que deux langues, deux, trois, peut-être plus, ça arrive. Est-ce que vous suggérez d'alléger justement cette charge ou est-ce que ça n'a pas d'impact? Alors, donc l'enfant naît équipé des capacités de parler et il n'y a pas de limitation, si vous voulez, en principe, sur le nombre de langues qu'on peut apprendre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont dans un milieu bilingue, trilingue, il y a des pays qui sont entièrement multilingues d'emblée. Hein, vous êtes en Catalogne, on parle d'emblée en fait de langues. Vous êtes au Maroc, vous parlez deux à trois langues, etc. Finalement, la France est un cas un peu à part. Hein, où en fait on a finalement réduit les langues régionales ou le bilinguisme, mais il y a plein de pays où il est normal de parler le chinois, le malais et l'anglais, si vous voulez. Donc quelque part, c'est un peu l'enfant standard est tout à fait amené à pouvoir apprendre plusieurs langues en même temps. Il ne faut pas faire porter à l'apprentissage plurilingue la faute, si vous voulez, d'un trouble des apprentissages ou d'une atypie de développement. Je dirais même en fait que il me paraît aussi tout à fait inapproprié en fait de renoncer à une des langues de la famille. Parce qu'imaginez-vous, en fait, c'est le père ou la mère qui abandonne sa langue, si vous voulez, par rapport en fait à son enfant. Ben, d'abord, ça crée une rupture, ça empêche cet enfant de créer un vrai lien avec ses grands-parents ou le reste de cette culture-là, etc. Et même si l'enfant a un trouble du langage, on sait que les troubles du langage, le plurilinguisme n'aggrave pas, si vous voulez, les troubles du langage. D'accord? Donc on garde les langues, en tout cas à la maison. À l'école, si vous voulez, la question qui peut se poser pour les enfants qui ont un trouble du langage authentique, hein, qui n'est pas dû à leur plurilinguisme, il peut se poser la question du bain de langage. C'est-à-dire que si l'école, ben, l'enfant ne reste pas la totalité de sa vie à l'école. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est que si finalement il est dans un bain de langage en français, si vous voulez, pour un temps trop réduit et que par ailleurs il y a un trouble du langage, il est évident que l'enfant va moins bien profiter, si vous voulez, finalement du cursus. C'est encore plus vrai, si vous voulez, sur les troubles du langage écrit. Si vous voulez, c'est qu'on sait bien, par exemple, qu'il faut commencer à apprendre dans une langue et après on généralisera dans toutes les autres langues. On n'a pas besoin d'apprendre à la fois à lire en anglais et en français. On apprend à lire dans une langue et puis après on généralise. Donc la grande question pour les enfants, donc c'est un, on ne renonce pas au plurilinguisme. Numéro deux, s'il y a un trouble du langage a été détecté, il faut que ce trouble du langage soit prouvé dans toutes les langues. Donc, il faut faire un bilan de langage dans les deux ou trois langues dont il s'agit pour s'assurer que ce n'est pas un mauvais bilinguisme. D'accord? Donc il faut que dans la langue principale, la langue dominante de l'enfant, il puisse y avoir là aussi un bilan de langage pour s'assurer en fait que s'il y a décalage, il est dans toutes les langues. Et puis ensuite, si vous voulez, pour le coup, il peut y avoir une question d'orientation de la famille et de l'enfant. Si effectivement il y a un trouble du langage important et que l'enfant ne profite pas de l'enseignement francophone, si vous voulez, de se poser la question de bain de langage et de se dire, est-ce que finalement cet enseignement-là pourra profiter à l'enfant si c'est une langue seconde pour lui, qu'il ne la parle jamais en dehors de l'école et que c'est une langue qui va approfondir ses difficultés. Voilà la question, moi, comment je pose la question. Parfait, merci beaucoup, c'est très éclairant. Nathalie Escudier avait levé la main si vous voulez prendre le micro. Oui, merci. Merci beaucoup pour la présentation qui était très riche, intéressante et qui me rassure parce que ce que vous avez préconisé, le lien avec les familles, enfin la plupart des choses, c'est ce que j'ai déjà fait avec une famille d'un de mes petits élèves. J'enseigne en petite section, je suis en Égypte. Oui, Donc les enfants parlent arabe à la maison et apprennent le français avec moi. Alors ce petit garçon, il m'a alerté pratiquement dès le début de l'année. Alors j'ai mis en place, donc j'ai un lien avec le médecin scolaire et la maman. Mais j'arrive à un stade où j'ai l'impression, je suis un petit peu démunie parce que la maman a convenu qu'il y avait un retard de langage, y compris dans sa langue maternelle. Il y a une exposition intense aux écrans dès tout petit et peu d'interaction langagière avec la famille. Donc il a un retard langagier dans sa langue maternelle. Et puis, et il y a une intervenante d'ailleurs en arabe qui m'a
confirmé que c'était incompréhensible. Il parle très peu quand il parle, c'est pas compréhensible. Le problème, c'est que c'était comme ça en septembre, c'est toujours comme ça en mars. Il se désintéresse du groupe, il quitte systématiquement le coin regroupement. Il y a un problème aussi au niveau alimentaire. Enfin, il y a tout un tas de choses et le médecin scolaire, par rapport à tout ça, tient le discours. Il est encore très jeune, il faut attendre. C'est trop tôt pour poser des diagnostics. Alors bon, j'entends tout cela, mais comme vous dites, on a quand même une cohorte. Ils sont 26 et c'est vraiment le seul à avoir. C'est vraiment atypique et moi, ça m'inquiète. Et j'ai l'impression que là, il se passe beaucoup de mois sans que les choses changent, s'améliorent. J'ai essayé de l'inclure dans les aménagements. J'ai essayé de le faire jouer avec d'autres enfants en récréation parce qu'il est toujours isolé. Il a répondu à ça un petit peu, mais ça reste très, très réduit comme réaction de sa part. Enfin, voilà. Les difficultés persistent. Oui, Par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, oui. à votre avis, quelles sont les hypothèses? Oui, c'est difficile. Justement, il faudrait des tests. Vous parlez Alors, de regardez, on a parlé en fait de oui, quatre compétences clés. ouais, Sociales, si vous ouais, voulez, praxique, langagière, numérique. D'accord? Donc, en fait, on voit qu'il a des difficultés sociales parce qu'il n'a pas que des oui, difficultés. La question, il a des difficultés langagières, c'est acquis. Donc là, pour le coup, oui, il y a un trouble du langage. OK? Il oui, parle peu, il parle mal dans toutes les langues. oui. Numéro 2, en fait, il a une difficulté sociale et Ah oui. communicationnelle. Ça n'est pas que, Il, se- ça n'est pas que il ne langagier. communique, ouais, il ne communique jamais avec ses camarades. Il est indifférent. Alors, il ne pose aucun problème. Il n'est pas agressif, mais il quitte le groupe et il marche tout seul dans la classe. Il marche tout seul dans la course. Et même quand j'essaye de l'attirer, de l'inclure, il reste très peu de temps. Il s'en va. Il refuse de rester avec les autres. Ben, c'est la fugacité des échanges qui est en fait totalement pathognomonique, si vous voulez. C'est que quelque part, sur un enfant comme celui-là, vous avez 1000 fois raison de tirer la sonnette d'alarme. Si vous avez un enfant qui a un développement atypique et c'est d'une certaine manière, si vous voulez, comment dirais-je, on surdiagnostique aujourd'hui les troubles du spectre autistique chez cet enfant-là. Il est urgent, en fait, d'aller investiguer cette question sous la forme d'une hypothèse. Je n'affirme rien. Je Bien dis sûr. simplement que là, pour le coup, si vous laissez alerte rouge, trouble de la communication, trouble du langage et pas d'acquis, si vous voulez, c'est effectivement une analyse le plus tôt possible et exactement ce que vous décrivez. Avec en plus des troubles alimentaires, ça fait beaucoup pour un seul garçon. Si vous voulez, ça y ressemble, hélas, en fait, comment dirais-je, de manière assez spécifique. Mais maintenant, je peux me tromper. L'idée, c'était, comme vous, à l'école, vous faites une hypothèse de travail, vous la mettez en fait à l'épreuve, cette hypothèse de travail, il y a un véritable bilan qui se réalise et on s'inquiète véritablement d'affirmer ou de ne pas affirmer le trouble. Et retarder est une perte de chance. Parce Oui. que si c'est une famille qui... Oui. Pardon. Oui, la famille semble à l'écoute, mais d'un autre côté me tient le discours. Mais dans la classe, il mange peu ou il ne communique pas parce que il ne se sent pas inclus, il n'est pas dans sa zone de confort. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une forme de déni. Ils disent non, non, mais il est malin, il comprend tout, il est. Enfin, Non, mais j'ai l'impression ils ont il- peur et il y a une forme de déni. Je sais D'une pas. part, non, c'est un cas très intéressant, si vous voulez, puisque quelque part, vous êtes exactement, mais ça, c'est typique. Et on l'a tous, ça. C'est pour ça que la maternelle, etc., c'est un long parcours. C'est un peu frustrant pour nous autres, parce que quelque part, on va faire avancer les parents de un pas, deux pas, trois pas, 5 millimètres, mais on les Oui, fait avancer et il n'est pas interdit de penser que c'est seulement dans 2 ans qu'ils vont admettre le problème. Et oui, alors qu'on se dit, mais réveillez-vous, il y a un problème. Hein. oui. Malheureusement, en fait, il y a cette contrainte-là et il faut les amener graduellement, en fait, et c'est là où aux deux concerts, on va dire, bah, très bien, donc ils ne se sont pas inclus. Très bien, donc je vais faire ceci. D'accord? On est bien d'accord, on va faire ça comme ça. Je vais créer des petits groupes et je vais faire que votre enfant, en fait, est bien dans le truc. Puis vous revenez 15 jours plus tard en disant, bah voilà, on a fait ça. Alors c'est vrai que ça a eu en fait un impact ce jour-là, mais je dois dire en fait que le lendemain, le surlendemain, ça s'est en fait un peu effiloché. Et puis C'est ça. finalement, je connais pas son prénom. Et là, vous donnez des éléments objectifs en disant, en dépit de ce et vous avez eu raison de m'alerter. Malheureusement, en fait, cet aménagement n'a pas l'air de porter les fruits qu'on aurait attendus. C'est décevant. Hein. Ça ne veut pas dire que ça marche Oui, pas, mais que c'est oui, décevant. Et après, oui. si vous voulez, par contre, le médecin scolaire, là, pour le coup, il a une responsabilité pleine et entière.
Là, Oui, il faut qu'il se réveille. Je suis désolé. oui, oui, je sais. Ben oui, mais alors c'est un petit peu gênant en tant qu'enseignante de parce que c'est pas la première fois que je lui dis et puis elle tient toujours le même discours. Oui, c'est oui, non mais il faut attendre, il est très jeune. Mes enfants, elle me dit, la maîtresse scolaire me dit, mes enfants aussi bougent beaucoup, ils ne restent pas assis. Enfin bon, du coup Alors que les je me sens déambulations, démunie, hein. Je me sens un peu les, seule face à cette situation qui est quand même, qui me semble inquiétante et je me sens un petit peu démunie. ben, l'idée, il y a première idée, c'est donc d'abord je voulais vous dire les déambulations sans but, si vous voulez, là aussi c'est un autre, c'est pas la même chose si vous voulez d'aller s'amuser dans le coin lecture tout seul que de déambuler sans but. Hein, ça n'a pas le même poids. Et puis par exemple, cette médecin scolaire doit se rapprocher d'autres spécialistes. Hein, Oui, c'est-à-dire, je sais pas, au niveau de la MLF, comment dirais-je, à mon niveau, si en fait elle a besoin d'un éclairage, de façon à ce qu'on rappelle la question du développement cognitif précoce de l'enfant. C'est bien pour ça que j'ai planté le décor d'emblée. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas une page blanche. Il naît d'emblée avec des compétences de communicationnelles, etc. Et donc, on ne peut pas tarder. Parce que là, pour le coup, c'est une vraie perte de chance. oui, c'est ce qui m'ennuie pour ce petit garçon. Oui, oui. Je vois les mois passer et des effets très réduits des aménagements que j'ai proposés, comme vous dites. Et pour conclure, si vous voulez, parfois c'est frustrant, hein, comme on l'a dit, parce que ça va prendre plus de temps que prévu, parce que vous verrez les mois passer, vous verrez les chances en fait, etc. Mais malheureusement, on est parfois contraint, hein, par cette prise de conscience, et c'est peut-être votre collègue de l'année suivante qui va en Oui, fait peut-être faire avancer d'un pas nouveau et encore d'un pas nouveau, etc. De façon à ce que quand en fait ce sera indubitable, les uns et les autres se mobilisent. oui. Et Hervé, vous parliez tout à l'heure justement d'un travail d'équipe. Est-ce que vous avez fait une équipe éducative justement au sein de votre école pour que Oui, j'en ai plusieurs... fait la demande. Oui, Voilà, elle je va pense que c'est démarrer. important de poser les choses à plusieurs adultes autour de la table. Oui, 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 tout à fait. Oui, ça c'est le J'ai travail fait la d'équipe, hein, demande à jamais plusieurs rester, équipes. Oui, voilà, jamais rester seul, partager ses observations, se retrouver autour d'une table, marquer les choses. On est déjà au mois de mars, donc si personne n'entend rien, il faut se mettre autour de la table et il faut solennellement dire effectivement qu'il y a une difficulté et que quelque part, voilà, vos réflexions et vos lectures, vos observations, votre expérience, si vous voulez, vous prouve que non, c'est très loin de ce qu'on attend. oui, oui, oui. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai qu'il faut du temps pour que les parents fassent le deuil de l'enfant parfait aussi, hein. Donc ça prend Ben oui, beaucoup parce de qu'ils temps. font la comparaison. Il y a une grande sœur qui est, je crois, en CE1 ou CE2, donc qui a 5 ans, au moins 5 ans de plus. Et avec elle, le parcours a été normal, sans problème. Donc ils font la comparaison et effectivement, je pense que ils sont eux-mêmes démunis, déstabilisés, déçus. Enfin, je sais pas quel mot poser, mais oui, sûrement. Ah, mais Oui, pour les parents, c'est dramatique, c'est terrifiant. oui, oui. Donc, donc l'idée, c'est vraiment. Ben, je crois qu'on a un certain nombre d'éléments. Merci infiniment d'avoir apporté cette situation qui, je crois, cristallise bien en fait et rend vivant ce que vous avez, ce qu'on a essayé de se dire. Il y Je vous avait remercie beaucoup. Delphine, pardon Nathalie, Delphine qui avait levé la main, si tu veux prendre la parole. Merci. Je mets mon micro. Oui, je voulais juste revenir sur les éléments de dépistage et de repérage que vous aviez proposés. Donc, vous avez évoqué une feuille de route qu'on a en général dans les classes, enfin, en tant qu'enseignant, quand on a un enfant à besoin éducatif particulier. Est-ce que vous préconisez une feuille de route également pour les parents, pour la famille, pour pouvoir dégager des observations à la maison et avoir ces fameux regards croisés que vous évoquiez également? Et si tel est le cas, sur comment choisir en fait les critères d'observation pour la famille, les parents, qui soient des critères lisibles, intelligibles et pertinents en même temps pour ces rencontres, afin de dégager réellement des besoins qui, pour le coup, seront là pédagogiques. Mais tout à fait. Enfin, avec des réponses pédagogiques, je veux dire. Mm. Et vous avez raison, il faut que ce soit des objectifs partagés. Regardons sur le comportement, hein, par exemple. Si vous voulez, c'est qu'il faut absolument se dire, voilà, moi je constate un enfant qui n'écoute pas les consignes, qui en fait se lève à brûle-pourpoint, qui en fait bouscule ses camarades, etc. Et donc l'idée, c'est de faire en fait des observations complémentaires à la maison
en se disant est-ce qu'il y a des disputes en fait dans la maison? Est-ce qu'il y a un enfant qui s'oppose en fait à vous? Est-ce qu'il y a en fait comment dirais-je, un certain nombre de situations non coopératives, etc. Essayer de repérer, parce que ce qui est intéressant dans cette feuille de route, c'est aussi de vous dire à quel moment en fait ça se produit. Est-ce qu'il y a C'est un ça. pic autour de tout ça? Est-ce que quelque part, est-ce qu'il y a des causes déclencheurs? Est-ce qu'il y a un déclencheur de tout ça? Si on tient un journal et si en fait on a une feuille de route, à ce moment-là, en fait, on sait ce qu'on observe et puis on peut se dire, quelque part, on voit que finalement, les difficultés s'accumulent à tel et tel type de moment. Hein, que c'est pas tout le temps, hein, mais que c'est à des moments spécifiques. Quand on se dit, par exemple, que quelque part, ben, on va travailler le vocabulaire, hein, par exemple, ben, on va se dire, ben, on partage le, réport- le répertoire de vocabulaire, hein, et donc on se dit, on apprend 5 mots par semaine ou 10 mots par semaine, et on partage ce lexique ensemble, on l'enrichit ensemble de façon à ce que, au bout du compte, on se dise oui ou non, l'enfant apprend plus de mots, oui ou non, l'enfant, comment dirais-je, communique de manière plus fluide et plus intelligible, etc., etc. Moi, je crois que vous avez raison de dire qu'il faut que cette feuille de route en classe soit partagée par la famille et que les observables et les objectifs soient comparables de façon à ce qu'ensuite on puisse les enrichir de manière croisée. Mhm. Je vous remercie. Il y avait un échange dans le chat à la fois sur un peu l'opposition école inclusive et en même temps des écoles compétitives qui visent l'excellence. Est-ce que c'est antinomique? Et puis il y avait une question, mais bon, je connais la réponse, mais est-ce que ce serait bien d'avoir une classe inclusive au sein de l'école? Et une collègue répondait que ce serait plus de l'inclusion, mais de l'intégration. Est-ce qu'on peut peut-être terminer cette session sur ces questions de justement qu'est-ce que c'est qu'une école inclusive, même si c'est un grand débat. Bien sûr, non, bien sûr. Écoutez, moi, de mon point de vue, est-ce qu'il y a un débat entre l'école, si vous voulez, et j'ai envie de dire, est-ce que finalement l'école inclusive, c'est une sorte d'école de la bienveillance qui amènerait à une sorte voilà, d'acceptation, de moyenner par le bas. Hein, c'est un peu toujours ce qu'on dit. Je pense en fait que il n'en est rien. Hein, c'est-à-dire que ce à quoi, en fait, sur quoi je me porte en faux, si vous voulez, c'est la différenciation pédagogique à l'infini. Hein, on fera jamais un programme scolaire par enfant. Hein, ça paraît aberrant de dire ça. Quand on a 30 enfants, on n'aura pas un programme et un projet par enfant. En revanche, j'ai essayé de bien spécifier que les troubles d'apprentissage, ça touchait 5 à 8% des enfants. Hein, ou 8 à 10% des enfants. Ça touche pas, en fait, la moitié de la classe. Vous avez en fait des enfants qui fonctionnent de manière standard, vous avez des enfants plus en difficulté dans la chose académique, et enfin, vous avez des enfants qui ont des troubles. Et donc, la maternelle, ça vous permet en fait, et le début du primaire, de faire le lien en fait entre des enfants qui sont vraiment dans la moyenne, hein, moyenne plus, moyenne, moyenne moins, si vous voulez, et des enfants qui ont des atypies de développement et des besoins particuliers. Et donc, je pense que l'école inclusive vécue en ayant en fait vraiment cette détection à la fois précoce, mais aussi, si vous voulez, prudente, hein, de pas en fait. Et c'est là où je vous dire peut-être quelque chose que j'ai peut-être pas évoqué assez tôt. C'est que ça, vous le savez, hein, Dominique, j'en ai parlé. C'est que parfois, en tant que spécialiste de l'éducation, de l'enseignement, vous devez parfois résister en fait au label de trouble d'apprentissage. Hein, c'est-à-dire que quelque part, vous devez parfois, il y a un déni, mais parfois, il y a des exigences qui sont abusives. Hein, et de se dire non, je ne pense pas qu'il faille en fait un projet particulier pour cet enfant-là. De mon point de vue, il fonctionne de la même manière que les autres. On va en fait être attentif sur tel et tel sujet, mais donc on n'a pas besoin d'aménager pour tous les enfants de la classe. Ça, c'est le premier point. Donc, s'il en reste 3, si vous voulez, dans la classe sur lesquels on doit réfléchir aux points clés, on a dit on n'a pas des listes entières, des litanies d'aménagement, mais en fait, on se fixe un objectif principal, 2 ou 3 objectifs secondaires, si vous voulez, on les vise, on les mesure et on fait avancer le projet, si vous voulez. Tant pis si on fait pas tout en même temps, mais quelque part, on hiérarchise les priorités et on s'assure en fait qu'on fait œuvre utile en mesurant les progrès.
Euh, et là, je pense que c'est tout à fait gérable. Mais il faut absolument, par contre, ne pas être noyé dans les besoins de tout le monde. Parce que si tout le monde a un besoin, il me paraît évident, si vous voulez, que ça va devenir très compliqué. Et ça l'est devenu. Hein. Et d'où la souffrance des collègues, parce que quelque part, ils sont les victimes d'injonctions massives, en fait, de l'environnement, et en particulier des soignants. Un médecin n'est jamais dans la classe. Hein. Un orthophoniste n'est jamais dans la classe. Donc, c'est pas à lui ou elle, en fait, de dire quels sont les aménagements les plus appropriés. C'est à partir d'un éclairage croisé de se dire voilà ce que nous allons expérimenter et voilà ce que nous allons essayer de mesurer comme progrès. Voilà. Donc, je pense que l'école inclusive, elle est tout à fait possible, si vous voulez, si en fait il y a ce travail d'élucidation individuelle et collective soigneux, prudent, si vous voulez, pas tardif, mais qui prend le temps nécessaire. Voilà. Ça me paraît en fait une démarche pondérée qui est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce qu'on sait très bien que certaines familles se comportent comme des clients, hein, et que donc elles payent un service, elles veulent en fait qu'on y réponde, quoi. Point. Euh, L'autre point, c'était faut-il ou non, si vous voulez, des classes. Alors, vous voulez peut-être réagir, Dominique, là-dessus? Non, 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 je vous laisse tout à fait. Moi, je relayais les questions, hein, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, bien évidemment. Donc la question en fait de classe, si vous voulez, dédiée. Alors on connaît les Ulysse, hein, on connaît en fait ces classes ce sont des dispositifs, ce sont pas des classes, hein, ou les classes d'autorégulation là pour les trucs du comportement ou dans les cas d'autisme, etc. Bref, faut-il des dispositifs? Je dirais que c'est pas. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ces dispositifs, ils ont le mérite d'exister, mais ils sont compliqués hein, pour la plupart du temps puisque quelque part, alors parfois on a la chance d'avoir des coordinateurs très bien formés qui font un travail remarquable et qui sont un point d'appui clé. Hein. Souvent dans les écoles françaises de l'étranger, vous avez la chance d'avoir des moyens supplémentaires, d'avoir des aides personnalisées, d'avoir des petits groupes regroupe les enfants qui ont des besoins particuliers, etc. C'est pas le cas partout, et donc ça peut aider à la roue. Je dirais simplement parce que un de mes engagements au CEREN, c'est d'ouvrir des classes d'enfants à besoins particuliers. Donc vous allez me dire, c'est pas de l'inclusion scolaire. Hein. Non, ça l'est pas, mais c'est que je milite pour le fait que c'est de l'inclusion pédagogique. Ce sont des classes relais au cours desquelles les enfants préparent, si vous voulez, leur inclusion réelle dans une classe standard, une fois s'être approprié des outils qui leur sont utiles. Hein, là, je parle pour les enfants un peu plus tard, hein, après la maternelle, sur la lecture, l'écriture, les outils de contournement technologique, les outils en fait pédagogiques, hein, tout ce qui leur permettra finalement de compenser leurs troubles et de pouvoir participer pleinement à la classe. Je suis pas complètement convaincu qu'un enfant en inclusion scolaire avec un AESH à temps plein, si vous voulez, qui n'est pas un enseignant, a une véritable expérience d'inclusion pédagogique. Hein, c'est un enfant qui se retrouve très souvent exclu de sa propre classe par le simple fait physique hein, d'être avec un adulte à ses côtés qui va faire barrière entre l'enseignant et lui-même. Voilà, donc j'ai envie de dire que c'est un sujet complexe, mais je dirais ni oui ni non. Hein, je vais faire une réponse, c'est que je pense en fait oui, mais de manière temporaire. Oui, des classes relais. Oui, des classes passerelles. Oui, des moments, si vous voulez, de respiration dans la scolarité de l'enfant. Et oui à une inclusion qui vit une forme de variété, hein, une pluralité d'inclusion, de façon à ce que y ait un éventail de propositions. Ce que j'ai l'habitude de dire, si vous voulez, c'est que les enfants standards, ben, ils sont très semblables les uns aux autres. Les enfants différents, ils sont plus différents entre eux, si vous voulez, que les enfants standards. Hein. Donc, d'une certaine manière, avoir un menu unique pour ces enfants différents, si vous voulez, ben, c'est un peu contradictoire avec la réalité de la variété des enfants qu'on découvre dans ce type de situation. Parfait, merci beaucoup. Peut-être ce que je peux vous proposer, c'est d'enlever votre présentation et que tout le monde ouvre son écran pour se dire au revoir, histoire de ne pas parler à des écrans vides. Comme ça nous donnera l'occasion de nous voir avant de partir. Voilà. Avec Donc, plaisir. il y a eu beaucoup, beaucoup de monde un peu partout dans le monde entier. Je vous enverrai les différents pays des gens qui ont été connectés. Je vous remercie vraiment beaucoup, cher Hervé, d'avoir assuré cette présentation. Et merci à tous les collègues qui étaient là ce soir ou ce matin, selon l'endroit du monde où vous êtes.
et vraiment, vous ouvrez magnifiquement notre colloque. Je suis absolument ravi. Merci beaucoup de votre accueil, de l'intérêt que vous portez à ce sujet. Et sachez que moi, je suis à votre disposition. On fait ce travail avec une collègue Ingrid, là, qui est peut-être encore là, à Rabat. Pourquoi pas le faire ailleurs? En tout cas, Oui, je suis n'hésitez encore pas. là. Ça va, Ingrid? Ravi. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de faire œuvre utile, de créer en fait une dynamique autour de ces questions-là. Et bon, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on a essayé de le rendre vivant. Mais si vous avez des situations particulières, n'hésitez pas, comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'Égypte, de réfléchir ensemble. Merci beaucoup. Est-ce que Nicolas, qui est notre directeur de la pédagogie, veut dire un petit mot avant qu'on se quitte? Eh bien, c'est très gentil de proposer. Non, je voulais juste remercier tous les présents qui ont participé à ce premier numéro de manière active ou un peu moins, peu importe. Et puis, merci beaucoup à Dominique pour l'organisation et bien entendu, merci à notre conférencier, Monsieur Glazel. Bonne soirée à tous.